Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'examen régional des mathématiques de l'année dernière de la région Casablanca-Stade. On commence par l'exercice numéro 1. On a la première question, résoudre l'équation 5x plus 8 est égal à 6. Donc pour résoudre l'équation, on doit trouver la valeur ou les valeurs de l'inconnu x à la fin pour la noter dans l'ensemble de solutions. On commence d'abord par l'addition, on a ici 5x plus 8. Pour se débarrasser de plus 8, on va soustraire le nombre 8 dans les deux membres de l'égalité. Et on aura dans le premier membre 5x et dans l'autre membre 6 moins 8 qui va donner moins 2. Puis il va nous rester la multiplication par le nombre 5. Pour l'enlever, de même, on introduit le contraire de la multiplication qui est la division. On va diviser le premier côté par 5 et le deuxième côté par 5. Ça va nous rester à la fin, x est égal à moins 2 sur 5. L'équation admet donc une seule solution qui est moins 2 sur 5. On peut même la calculer et donner sa valeur décimale qui est moins 0,4. Après, pour la deuxième équation, on a 2x moins 1, le tout facteur de 2x plus 3 est égal à 0. C'est l'équation sous forme de produit de deux expressions qui va donner un produit nul. Donc nécessairement, l'une des deux équations ou bien des deux expressions va nous donner 0. On va avoir la première 2x moins 1 égale à 0, donc 2x moins 1 plus 1 est égal à 0 plus 1. On a ajouté le nombre 1 dans les deux côtés de l'égalité pour se débarrasser de moins 1. Après, ça va nous donner 2x est égal à 1. Puis, on va diviser par 2 pour enlever la multiplication. Ça va donner 2x sur 2 égale à 1 sur 2. Enfin, on aura x est égal à 1 sur 2. La même chose pour la deuxième expression. On a 2x plus 3 est égal à 0. Donc 2x plus 3 moins 3 est égal à 0 moins 3. On a soustrait le nombre 3 des deux côtés de l'égalité pour se débarrasser de plus 3. On aura après 2x est égal à moins 3. On divise de même par le nombre 2 dont le premier membre et le deuxième membre pour se débarrasser de la multiplication par 2. Ça va nous rester quand on va réduire x est égal à moins 3 sur 2. Maintenant, il faut noter qu'on n'a pas une seule solution, mais il n'y a pas deux. On a l'équation admet deux solutions qui sont 1 sur 2 et moins 3 sur 2. Après, pour la deuxième question, on va résoudre l'inéquation 3x moins 1 inférieur ou égal à moins x plus 7. Donc pour les inéquations, c'est presque la même chose pour les équations. Il suffit juste de faire attention quand on va multiplier ou bien diviser par un nombre qui est strictement négatif, l'ordre va se changer. Donc on vérifie, on a ici 3x moins 1, on va ajouter x au premier membre et au deuxième pour se débarrasser de moins x qu'on a dans le côté droit. On essaie de grouper les termes qui contiennent l'inconnu x et les termes qui ne contiennent pas d'inconnu, c'est-à-dire les nombres, dans l'autre côté. Donc on aura 3x plus x qui va donner après 4x. De même le nombre moins 1 pour l'enlever de ce côté-là. On introduit le contraire de soustraction qui est l'addition. On ajoute 1 dans le premier et deuxième membre. On aura après 4x inférieur ou égal à 7 plus 1 qui va donner 8. Il nous reste maintenant la division par le nombre 4. Donc le nombre 4 est un nombre qui est strictement positif. Quand on divise les deux côtés de l'inégalité, l'ordre ne va pas se changer. Si on avait par exemple moins 4x, le moment où on va faire apparaître la division par moins 4, on change d'ordre et on met le symbole supérieur ou égal et on écrit à côté car on a divisé par un nombre qui est strictement négatif. Dans ce cas-là, on avait un nombre positif, donc pas de problème. On a obtenu x inférieur ou égal à 2. Il faut faire attention, ce n'est pas comme les équations où on va écrire l'équation admet une seule solution. Mais maintenant, on a tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Dans ce cas-là, on va écrire tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 2 sont solutions de cette inéquation. Et ici, si vous travaillez avec l'adjectif égal, quand on passe au pluriel, on va écrire égaux avec AUX. Si on parle du verbe égaler, on écrit égal ENT. Donc vous avez le choix. J'ajoute ici une partie bonus si on vous demande de représenter les solutions de l'inéquation dans une droite graduée. Dans ce cas-là, on construit une droite graduée d'origine O et d'abscisse 0, la première graduation notée par le point I d'abscisse 1, puis on prend la même mesure et on la reprend pour construire les autres graduations.
Donc on va noter, on cherche les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc on commence par d'abord préciser le nombre 2, on cherche les nombres inférieurs à 2, c'est-à-dire que ce sont tous les nombres réels à gauche de 2, tous ces nombres-là. Il y a des nombres positifs entre 2 et 0, et tous les nombres négatifs sont inférieurs à 2. Puis il va nous rester de déterminer est-ce que le nombre 2 est inclus avec les solutions ou non. On a ici le nombre x, il peut être égal à 2 car on a inférieur ou égal. Donc on met un crochet placé dans le point d'abscisse 2 et ces deux petits côtés sont orientés vers les solutions. Si on avait par exemple x inférieur strictement à 2, on va orienter le crochet dans le sens contraire des solutions, c'est-à-dire à droite. Après, pour la troisième question, petit a, on a un système qu'on va résoudre et vous avez la méthode de choix. On peut utiliser la substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire ou même la méthode de résolution graphique. Ici, on va parcourir, on utilise la substitution. On a déterminé la première équation par le numéro 1, la deuxième par le numéro 2. On choisit la deuxième équation et on écrit y en fonction de x. Pourquoi on a fait ce choix-là? Car dans la deuxième équation, à côté d'y, on ne fait pas apparaître un facteur, un nombre. En réalité, on a le nombre 1, mais ça ne va pas nous déranger lors de calcul. Donc on va écrire y en fonction de x, c'est-à-dire on veut garder juste y dans le premier membre et on veut se débarrasser de plus 2x. Le contraire de plus 2x, c'est moins 2x, on va la soustraire du premier côté et du deuxième. Ça va nous rester dans le premier y est égal, l'autre côté 14 moins 2x. Cette nouvelle équation qu'on a trouvée, y en fonction de x, on va la noter par 3 et on va l'utiliser plus tard. Maintenant, on revient à la première équation, on remplace y par sa valeur. On avait 3 fois x, plus 2 fois maintenant la valeur de y est égale à 23. On développe, ça va donner 3x plus 28 moins 4x égale à 23. Donc 3x moins 4x qui va donner moins x. Plus 28 pour l'enlever, on introduit la soustraction moins 28 dans les deux membres. Ça va nous rester l'autre côté moins 5. On a maintenant moins x égale à moins 5. Pour se débarrasser du signe négatif, on divise ou bien on multiplie par le nombre moins 1. Et on aura à la fin x égale à 5. Maintenant, on revient à la troisième équation. On peut utiliser la première ou bien la deuxième, mais c'est préférable d'utiliser la troisième car on a déjà écrit y en fonction de x. Donc on aura y est égal à 14 moins 2 fois 5 est égal à 14 moins 10 qui va nous donner à 4. Alors le couple 5, 4, 5 c'est la valeur de x et 4 c'est la valeur de y, est le couple de solutions de ce système. Et on vérifie. Vous n'êtes pas obligé à vérifier, mais c'est mieux de le faire pour être sûr de notre réponse, qu'elle est correcte, surtout qu'on va l'utiliser après dans le problème, dans la question 3 petit b. Donc on vérifie. 3 fois x, ça va donner 3 fois 5, plus 2 fois y, c'est 2 fois 4. Ça va donner 15 plus 8, qui est 23. Donc la première équation est vérifiée. Maintenant la deuxième, 2 fois 5 plus 4, ça va donner 10 plus 4, qui va donner 14. Les deux équations sont bien vérifiées et le couple de solutions c'est 5, 4. Maintenant, on passe au problème. Généralement, il faut faire attention quand on va vous donner un exercice, le premier qui contient des équations, des inéquations ou bien un système d'équations. Après, on a un problème qui va être nécessairement lié à l'un de ces trois expressions-là. Je peux trouver par exemple la première question, on a petit a, résoudre une équation, puis on a petit b, un problème qui va être lié à l'équation précédente. La même chose pour les inéquations et le système. Maintenant, on a dans la question petit a un système d'équations, petit b un problème. Il faut juste chercher la liaison, le lien entre ce problème-là avec le système précédent et on prend directement les solutions qu'on a déjà trouvées. Donc on avait deux inconnus qu'on cherche et on essaie de les noter par les mêmes lettres inconnues qu'on avait dans la question précédente, soit x le prix d'un kilogramme de pommes de terre et y le prix d'un kilogramme de tomates. La première donnée, c'était que Omar a acheté 3 kg de pommes de terre et 2 kg de tomates pour un montant total de 23 dirhams. En utilisant les inconnus qu'on a notés ici, on va obtenir l'équation suivante, 3 fois x, c'est-à-dire 3 kg fois le prix d'un seul kilogramme de pommes de terre, plus 2 fois y, est égal à 23. Voici la première équation, et maintenant on remarque, c'est la même qu'on avait dans le système précédent. On passe à la deuxième donnée. Amina a acheté 6 kg de pommes de terre et 3 kg de tomates.
et on a ajouté la donnée du même marchand, qui est une donnée importante, pour indiquer que les prix d'un kilogramme de pommes de terre, c'est le même que pour Omar et Amina. La même chose pour le prix d'un kilogramme de tomates. Donc elle a acheté 6 kg de pommes de terre et 3 kg de tomates pour un montant de 42 dirhams. Donc on obtient l'équation suivante, 6 fois x plus 3 fois y est égal à 42. Les deux équations obtenues vont nous donner le système suivant. On a noté que la première équation est la même que dans la question précédente. Il suffit maintenant d'établir le lien entre la deuxième équation avec celle dans le premier système. Donc on va voir 6x, comment passer du nombre ou bien du terme 6x vers le terme 2x. Il suffit de diviser par le nombre 3. Et si je divise le premier terme par 3, je dois diviser tous les autres termes de l'équation pour garder l'égalité. Donc on aura 6x divisé par 3 plus 3y sur 3 est égal à 42 sur 3. Ça va nous donner 2x plus y est égal à 14. Le moment où je trouve le même système qu'on avait déjà dans la première question, on écrit, on a déjà résolu ce système et son couple de solutions est 5, 4. Donc le prix d'un kilogramme de pommes de terre, c'est la valeur de x qui est 5 dirhams et le prix d'un kilogramme de tomates est 4 dirhams, c'est la valeur de y. On vérifie de même maintenant dans le nouveau système, on va avoir 3 fois 5 plus 2 fois 4 qui va donner 15 plus 8 qui est 23. Et 6 fois x, ce qui va donner maintenant 5, plus 3 fois y qui est maintenant 4, ça va donner 30 plus 12 qui est 42. Donc les deux sont vérifiés, on a trouvé la solution de ce système. Après, l'exercice numéro 2. On a commencé par la question où on détermine le mode. Le mode, c'est le plus facile. Il suffit de chercher dans le tableau des effectifs. On cherche le plus grand effectif, qui est dans ce cas-là la valeur 13, et il est associé à la valeur du caractère, qui est le nombre 15. Donc le mode de cette série statistique est la valeur 15. Pourquoi? Car elle a le plus grand effectif, qui est 13. Et puis, pour la deuxième question, on va chercher la médiane. Pour la médiane, on ajoute d'abord la troisième ligne dans le tableau qui est les effectifs cumulés. On commence à les calculer. La première case, on a 3. Après la deuxième, je vais additionner 7 avec 3 qui va donner 10. Après 12 plus 10, ça va donner 22. 13 plus 22 qui va donner 35. 3 plus 35 qui est 38. Et 2 plus 38 qui va donner 40. Le nombre 40, le plus grand effectif cumulé, ça va être l'effectif global. Donc l'effectif global ou bien l'effectif total est 40. Sa moitié, ça va être 40 divisé par 2 qui est 20. Donc pour calculer maintenant la médiane, on cherche le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20. Par exemple, ici 3, il est inférieur à 20, la même chose pour 10, mais pour 22, il est supérieur ou égal à 20. De même pour les autres qui vont être après, qui vont suivre le nombre 22. On choisit lequel? Le plus petit effectif cumulé, qui est supérieur ou égal à 20. Il est 22, il correspond à la valeur 11. Donc 11, ça va être la médiane de cette série statistique. Donc maintenant, pour la moyenne arithmétique, pour la calculer, on prend la valeur multipliée fois l'effectif, on additionne ces produits, on divise par l'effectif global. Donc on commence par 8 fois 3, plus 10 fois 7, plus 11 fois 12, plus 15 fois 13, plus 17 fois 3, plus 18 fois 2. Et on divise par l'effectif total. Quand on calcule, ça va nous donner à la fin 12,7. Donc pour l'exercice numéro 3, la première question, ils ont demandé de montrer que la fonction f de x s'écrit sous la forme de x moins 3. On connaît déjà qu'une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. On doit chercher le coefficient qui est a et leur donner à l'origine qui est b. Pour le coefficient a, on connaît que la formule qu'on va utiliser, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, à condition que ces deux nombres-là, x1 et x2, sont distincts, différents, pour éviter d'avoir 0 dans le dénominateur. Donc dans les données, on a f de 0 égale à moins 3 et f de 1 est égal à moins 1. C'est-à-dire les nombres qui vont jouer le rôle de x1 et x2 sont 0 et 1. Et ces deux nombres-là sont différents. Donc on aura a est égal f de 0 moins f de 1 sur 0 moins 1. On remplace f de 0 par moins 3 et f de 1 par moins 1. Et il faut faire attention à ne pas confondre le moins de soustraction avec celui du nombre négatif moins 1. Donc on aura moins 3 moins 1 qui va donner moins 3 plus 1 divisé par moins 1.
ça va donner moins 2 divisé par moins 1, c'est 2. Avant de continuer, on vérifie, car ils ont demandé de montrer que f de x égale 2x moins 3. Effectivement, on a trouvé le coefficient, c'est le nombre 2. Après, pour leur donner à l'origine, on peut utiliser l'expression de la fonction f de x est égal 2x plus b, car on connaît maintenant le coefficient. On remplace x par un nombre qu'on connaît son image par la fonction f. Par exemple, pour le nombre x égale à 1. On connaît f de 1 est égal à moins 1, donc je peux écrire ici f de 1 est égal 2 fois 1 plus b. Je remplace f de 1 par sa valeur qui est moins 1, et on continue le calcul pour trouver l'ordonnée à l'origine. Ou bien il suffit de noter que l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine est l'image du nombre 0 par cette fonction. C'est-à-dire l'ordonnée à l'origine p est égale f de 0, l'image du nombre 0 par la fonction affine f. Et on connaît déjà dans les données f de 0 est égal à moins 3. Alors f de x s'écrit sous forme de x moins 3. La question petit b, on a demandé de calculer l'image du nombre 5 par la fonction f. Donc on va calculer f de 5, ça va donner 2 fois 5 moins 3, c'est 10 moins 3 qui va donner 7. La question petit c, ils ont demandé quel est le nombre qui a comme image le nombre 8 par la fonction f. On ne va pas calculer f de 8, parce qu'on ne cherche pas l'image de 8. 8 c'est l'image, on cherche l'antécédent. Donc on va résoudre l'équation suivante. F de x est égal à 8, c'est-à-dire 2x moins 3 égale à 8. Pour se débarrasser de moins 3 du premier membre de cette égalité, on ajoute 3 dans les deux côtés. Ça va nous donner après 2x est égal à 8 plus 3 c'est 11. On divise les deux membres par le nombre 2 pour se débarrasser de la multiplication par 2. Ça va nous rester x est égal à 11 sur 2. On peut même là la calculer pour écrire une valeur décimale, c'est 5,5. Donc ce nombre-là, 11 sur 2, c'est l'antécédent de 8 par la fonction affine f. C'est le nombre qui va avoir comme image le nombre 8 par la fonction affine f. Après, on passe à la fonction qui est g, une fonction linéaire. Ils ont demandé au départ de calculer le coefficient de la fonction g. On connaît qu'une fonction linéaire s'écrit sous forme g de x égale à ax. Pour chercher ou bien calculer son coefficient, on utilise la formule a est égal g de x sur x à condition que le nombre x doit être non nul, toujours pour éviter d'avoir 0 dans le dénominateur. Dans les données, on a g de 4 est égal à moins 2. Donc le nombre qui va jouer le rôle de x, c'est le nombre 4. On aura a est égal g de 4 sur 4 est égal à moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1 sur 2. La deuxième question, petit p, ils ont demandé de déterminer la forme ou bien l'expression de la fonction g. On a déjà, dans la première question, dit que g de x s'écrit sous forme de ax. Et on a déjà calculé le coefficient a. Il suffit de remplacer g de x est égal à moins 1 sur 2x. Et pour la dernière question, petit c, ils ont demandé de construire la courbe de la fonction linéaire g. On connaît que la courbe d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine de repère. Donc le premier point qui appartient à cette droite, c'est le point O d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Il appartient à la courbe de la fonction g. Et on a dans les données, g de 4 est égal à moins 2. Donc le point, par exemple, je vais l'appeler A, d'abscisse x qui est 4, et d'image moins 2 qui est l'image du nombre 4 par la fonction g. Ça va être, ce point-là, il appartient à la courbe de la fonction g. On n'est pas obligé à choisir juste cette donnée-là. On peut par exemple choisir pour x égale à 1. Et on calcule g de 1 et on choisit un point en utilisant x et son image qui va passer ou bien appartient à cette courbe de la fonction g. Donc pour la construire, on a un repère orthonormé OIJ, dont l'axe des abscisses il est indiqué par x, l'axe des ordonnées il est indiqué par les images, c'est-à-dire g de x. On commence par le premier O, il est déjà bien précis. Puis le deuxième point qu'on a choisi, on a appelé A. Il va avoir comme abscisse 4 et comme ordonnée moins 2. La droite qui passe par ces deux points O et A, ça représente la courbe de la fonction linéaire G. Après, pour l'exercice numéro 4, la première question, ils ont demandé de représenter les points A, B et C dans un repère orthonormé OIJ. Donc on construit un repère orthonormé OIJ. Quand on dit orthonormé, c'est-à-dire il est orthogonal, les deux axes sont perpendiculaires, et normé, c'est-à-dire les graduations de l'axe des abscisses ont la même mesure que les graduations de l'axe des ordonnées. Et le premier point qu'on va choisir, on met d'abord O, I et J, puis le point A d'abscisse 1 est d'ordonnée 3,
le point B d'abscisse 2 est d'ordonnée 0, il est situé dans l'axe des abscisses, et le point C d'abscisse 3 est d'ordonnée 1. Puis, la question numéro 2, petit a, on cherche les coordonnées du vecteur AB. La formule qu'on utilise, c'est xb moins xa, yb moins ya, c'est-à-dire on prend les coordonnées de l'extrémité B moins les coordonnées de l'origine A. On commence à remplacer, xb c'est 2, moins xa c'est 1, yb 0, moins ya c'est 3, 2 moins 1 ça va donner 1, et 0 moins 3 ça va donner moins 3. Avant de continuer, ici quand on parle des coordonnées d'un vecteur, par exemple si je vais revenir à mon repère orthonormé et je cherche x est égal à 1 et y est égal à moins 3, on obtient ce point-là. Et quand on va dire le vecteur AB, donc qu'est-ce qu'il a à faire avec ce point qui est d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3? Donc on va noter s'il y a une différence. Quand on donne les coordonnées d'un vecteur, ce n'est pas la même chose que les coordonnées d'un point. C'est-à-dire 1, moins 3, on ne va pas les chercher dans l'abscisse 1 et l'ordonnée moins 3. Ça signifie une autre chose. Quand on parle de ce repère orthonormé, on aura deux vecteurs qu'on appelle des vecteurs qui sont directeurs des axes des abscisses et de l'axe des ordonnées. Le premier, dans l'axe des abscisses, il est défini par la première graduation, c'est-à-dire c'est le vecteur OI, qu'on a mis ici en bleu. Et pour le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, c'est le vecteur OG. Quand on dit vecteur directeur, c'est-à-dire il va bien définir l'axe. Il va lui donner sa direction, d'abord, c'est la droite qui contient cet axe-là. Après, le sens de O vers I, c'est le sens des nombres négatifs vers les nombres positifs. Puis la norme du vecteur OI, c'est la distance OI, c'est l'unité de graduation de cet axe. La même chose pour le vecteur directeur OJ et l'axe des ordonnées. Donc quand on écrit les coordonnées d'un vecteur, en réalité, on peut réécrire ce vecteur-là AB en fonction de deux vecteurs directeurs de l'axe des abscisses OI et l'axe des ordonnées OJ. On prend l'abscisse du vecteur qui est 1, on le multiplie par le vecteur directeur de l'axe des abscisses qui est 1 OI. Après, on prend l'ordonnée qui est moins 3, et on le multiplie par le vecteur directeur de l'axe des ordonnées qui est OJ. Par exemple, si j'avais un autre vecteur d'abscisse 2 et d'ordonnée 4, je vais avoir ici 2 OI plus 4 OJ. Une autre chose, on peut utiliser cette relation-là pour vérifier ou bien pour décrire le mouvement du point d'origine A vers le point d'extrémité qui est B. Quand je vais dire au départ 1 OI, donc je commence du point A et je vais parcourir le vecteur OI, c'est-à-dire un vecteur qui est égal à celui-là OI. Il va avoir les mêmes caractéristiques, donc les deux droites sont parallèles, il va avoir le même sens de gauche à droite et la même norme, une graduation. Donc j'ai parcouru ici dans la ligne ou bien dans la droite qui est horizontale, 1 OI, puis maintenant moins 3 OJ. Donc quand je dis d'abord 3 OJ, c'est-à-dire je prends OJ 3 fois, mais il faut noter on a moins 3, donc on va l'inverser. On va avoir l'opposé de OJ, c'est-à-dire JO. On va le parcourir 3 fois. La première fois, la deuxième, la troisième, et on se trouve dans le point d'extrémité qui est B. Donc les coordonnées d'un vecteur, on les utilise pour écrire le vecteur en fonction des deux vecteurs directeurs OI et OJ, et ça nous aide à décrire le mouvement du point d'origine A vers le point d'extrémité B en utilisant ces deux vecteurs OI et OJ. Après, pour la question petit b, on va calculer la distance AB. On a ça est égal racine carrée xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. On peut remplacer xb et xa par leur valeur et on commence le calcul de nouveau. Ou bien il suffit de remarquer xb moins xa, c'est quoi? C'est l'abscisse du premier vecteur qu'on a déjà calculé, c'est 1. Donc on remplace directement 1 au carré. Plus la même chose, yb moins ya, ça va donner l'ordonnée du vecteur AB. On remplace directement, c'est moins 3 le tout au carré. Ça va donner 1 plus 9. Et avec la racine carrée, ça va donner racine carrée de 10. Après la troisième question, la droite AB, ils ont demandé de montrer que AB admet une équation réduite de la forme y est égal à moins 3x plus 6. Donc pour la vérifier, on connaît que la droite AB admet une équation de la forme y est égale MAB, la pente de AB fois x, plus l'ordonnée à l'origine de AB. On utilise les coordonnées de deux points appartenant à cette droite pour calculer la pente. On choisit donc à partir de noms de droite A et B, à condition que les deux points ont deux abscisses différentes, toujours pour éviter d'avoir 0 dans le dénominateur. Donc la pente de AB est égale YB moins YA sur XB moins XA est égale, on commence à remplacer 0 moins 3 sur 2 moins 1 qui est moins 3 sur 1, c'est moins 3.
Et pour l'ordonnée à l'origine, on écrit maintenant l'équation réduite y est égale moins 3 qui est la pente fois x plus l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire si je veux chercher l'ordonnée à l'origine, il suffit de se débarrasser de moins 3x. Son opposé c'est quoi? C'est plus 3x. Je l'ajoute dans le premier côté et dans le deuxième. Et on aura l'ordonnée à l'origine est égale y plus 3x. Maintenant, il suffit de choisir un point qui appartient à cette droite et on connaît ces deux coordonnées. Par exemple, le point A. On peut même utiliser le point B. Donc, on a le point A appartient à la droite AB. Donc, l'ordonnée à l'origine de la droite AB est égale, au lieu de Y et X, je vais utiliser YA et XA. Et on commence à calculer. Donc, on a YA qui est 3, plus 3 fois XA qui est 1. Ça me donne 3 plus 3 qui va être égal à 6. Donc la droite AB admet une équation réduite de la forme y est égale moins 3x plus 6. Il y a une autre chose qu'on peut faire si on vous demande juste de vérifier que la droite AB admet cette équation comme équation réduite. On peut remplacer les coordonnées du premier point A et les coordonnées du deuxième point qui est B et on vérifie est-ce qu'on a l'égalité ou non. Si les coordonnées de deux points vérifient cette égalité, donc ça va être l'équation réduite de la droite AB. Mais ça, on va le faire quand on vous demande juste de vérifier. Si on vous demande de montrer que, donc on va suivre cette méthode. Maintenant, pour la question numéro 4, on a une droite delta qui est parallèle à AB et elle passe par le point C et on cherche son équation réduite. La première chose, on connaît que delta admet une équation réduite de la forme y est égale la pente de delta fois x plus l'ordonnée à l'origine de delta. Pour chercher la pente, on n'a pas de point appartenant à cette droite pour utiliser la formule de la pente, mais il y a une autre donnée, que la droite delta elle est parallèle à AB. On connaît quand on a deux droites parallèles, leurs pentes vont être égales. Donc la pente de delta est égale à la pente de AB qu'on a juste cherché, qui est égale à moins 3. Donc maintenant, l'équation réduite, on peut la réécrire sous forme y est égale la pente moins 3 fois x plus l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine est égale y plus 3x. On a le point C appartenant à delta, donc on utilise ces deux coordonnées pour chercher l'ordonnée à l'origine. Je remplace y et x par yc et xc. Ça va donner yc c'est 1, plus 3 fois xc c'est 3. Ça va donner 1 plus 9 qui va donner 10. Donc la droite delta admet une équation réduite de la forme y est égale moins 3x plus 10. Après, pour la question numéro 5, maintenant on a une translation T qui transforme A en C et ils ont demandé de construire le point E qui est l'image de point B par la translation qui transforme A en C. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le vecteur de translation qui est le vecteur AC est égal le vecteur BE. L'origine c'était le point qu'on avait au départ et l'extrémité c'est son image par cette translation. Et quand on écrit que le vecteur AC est égal le vecteur BE, ça va nous donner un parallélogramme. Pour le déterminer, qu'est-ce qu'on fait? Je commence par le premier point d'origine qui est A, puis l'extrémité C, puis quand on passe à l'autre vecteur, on commence par l'extrémité puis l'origine. Donc on aura ACEB. ACEB est un parallélogramme. Donc on revient à la figure, on a A, C, E, il va être quelque part ici, B. Donc on prend un compas, on prend la première mesure qui est AB, et celle qui va être, ou bien le côté qui va être opposé à AB, qui lui est égal, il va être le côté CE. Donc on prend la mesure en utilisant le compas de AB, puis on place le compas, l'aiguille dans le point C, et on construit le premier arc pour trouver le premier côté qui est égal à AB. Après, de même, je prends la mesure du côté AC, et puis on prend l'aiguille et on met l'aiguille de compas dans le point B, et on construit le deuxième arc, toujours en gardant la mesure AC. Le point d'intersection, ça va être le point qu'on cherche E, et on a bien trouvé ACEB est un parallélogramme. Après, pour la question 5 petit b, ils ont demandé de chercher les coordonnées du point E. Donc on a juste dit que le vecteur de translation AC est égal au vecteur BE. Quand on a l'égalité entre deux vecteurs, on peut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques, même direction, même sens et même norme. On peut même chercher le nom d'un parallélogramme, au cas où on a 4 points qui sont différents, pour éviter le cas de parallélogramme aplati. Et on a aussi une autre chose, que les deux vecteurs vont avoir les mêmes coordonnées. Donc on connaît que la formule des coordonnées du premier vecteur AC est xc moins xa, yc moins ya. La même chose pour le vecteur BE, c'est xe moins xb, ye moins yb. Tant que
Bientôt, on connaît que les deux vecteurs AC et BE sont égaux, donc je vais avoir l'abscisse du premier vecteur qui est xc moins xa est égal à l'abscisse du deuxième vecteur qui est xe moins xp. De même pour l'ordonnée yc moins ya est égal à ye moins yp. Quand on commence maintenant à remplacer les abscisses et les ordonnées qu'on connaît, il va nous rester à la fin juste xe et ye. Donc on aura 3 moins 1 est égal à 2. Après ce moins 2 là, pour l'enlever, on introduit son opposé, son contraire, qui est plus 2. On a 2 plus 2, ça va donner 4. Donc xe est égal à 4. De l'autre côté, on a 1 moins 3, c'est moins 2. Ye moins 0, ça va rester ye. Donc ye est égal à moins 2. Le point E, il va avoir comme abscisse 4 et comme ordonnée moins 2. On vérifie dans la figure qu'on a déjà construite, ici, est-ce que le point E a comme abscisse 4 et comme ordonnée moins 2? Oui, c'est juste. Donc, ces deux questions-là, je peux les utiliser pour bien vérifier que j'ai d'abord construit le point E d'une manière correcte, puis le calcul qu'on a effectué concernant les coordonnées, il est aussi correct. Après, pour la question petit c, on a demandé de montrer que delta est l'image de la droite AB par la translation T. Donc on connaît que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle et elle va contenir les images de tous les points de la première droite par cette translation. Donc on va venir ici, on a le point C et l'image de A par la translation T qui transforme A en C, et on connaît que la droite delta elle est parallèle à AB, c'est déjà donné, et elle contient C qui est l'image du point A qui était dans la première droite AB. Donc delta est l'image de la droite AB par la translation T. Donc ici dans la figure, on avait la droite AB et la droite delta qui passe par C, elle lui est parallèle. Elle contient C, l'image de A qui est dans la première droite par la translation T. Donc la droite delta, elle est l'image de la droite AB en utilisant la translation T. Après la question petit e, ils ont demandé de montrer que le point E il appartient à la droite delta. Donc pour la montrer, on a déjà les coordonnées du point E et on a aussi l'équation réduite de la droite delta. Il suffit maintenant de vérifier que les coordonnées de ce point-là, ils vérifient l'équation réduite de la droite delta. C'est-à-dire, je vais remplacer y avec ye, x avec xe et je dois avoir l'égalité. On commence par moins 3 xe plus 10, ça va donner moins 3 fois 4 qui est xe plus 10, ça va donner moins 12 plus 10 qui va nous donner moins 2. Et effectivement, moins 2, ça va donner ye. Donc le point E, il appartient à la droite delta. La question numéro 6, la dernière de cet exercice, ils ont demandé de montrer que le point C est le milieu du segment EF. Pour la montrer, on utilise cette égalité. On doit montrer que le vecteur EC est égal au vecteur CF. On remarque ici que le point C, il se répète dans les deux vecteurs. Il est extrémité dans l'un des vecteurs et origine dans l'autre. Dans ce cas-là, je peux dire que ce point-là qui est répété est le milieu du segment. Et ici, les extrémités du segment sont E et F, donc le segment EF. Pour la montrer, on utilise la donnée qu'on avait au départ. BF est égal BC plus BA. La première chose qu'on va prendre, le premier vecteur BF. On essaie d'utiliser la relation de Chasles, de le décomposer. Quel point que je peux mettre ici pour trouver soit le vecteur EC ou bien le vecteur CF. Donc je vais voir, par exemple, si je vais introduire le point E, je vais trouver BE plus BF, EF. Je n'ai pas besoin de ces deux vecteurs-là, donc je cherche un point qui va me donner au moins l'un de ces deux vecteurs. Donc si je vais prendre, par exemple, le point F, je vais avoir BF plus FF, qui est le vecteur nul, ça ne va rien changer. Par contre, si je choisis le point C, je vais avoir BC plus CF. Donc on aura BC plus CF est égal, l'autre côté, je le laisse, BC plus BA. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a d'abord le vecteur CF, et le vecteur BC, il est présent dans les deux côtés de cette égalité. On peut l'enlever. Qu'est-ce qu'il va nous rester? CF est égal à BA. Et quand on a de l'égalité entre deux vecteurs, CF est égal à BA, on peut l'utiliser pour montrer que BA est égal à l'autre vecteur qui est EC. Si on le trouve, BA va jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux.
Donc on revient maintenant pour BA. C'est quoi le vecteur BA? BA, il est égal au vecteur EC. Pourquoi? Car le quadrilatère ABEC est un parallélogramme, on l'a déjà expliqué dans les questions précédentes. Donc on aura le vecteur BA est égal au vecteur EC. Et si j'ai maintenant BA est égal à CF et BA il est égal à EC, donc je vais avoir CF et EC sont deux vecteurs qui sont égaux. Et si je le montre, ça y est, c'est terminé. Donc le point C est le milieu du segment EF. Maintenant, le dernier exercice. La première question, on a d'abord une pyramide SABCD qui va avoir comme hauteur SA, c'est-à-dire que SA est perpendiculaire à la base. Donc, on va vous demander d'abord de chercher, ou bien montrer que la mesure SD de l'arête SD est égale 10 cm. Pour la chercher, on va remarquer qu'on a la face latérale qui est SDA ou bien ADS est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Car on a dit SA est la hauteur, donc elle est perpendiculaire à la base qui est ABCD. Donc on va voir le triangle ADS, il est rectangle en A, car SA est la hauteur de la pyramide SABCD. Donc si j'ai ici un angle droit dans le point A, l'hypoténuse de ce triangle, ça va être le côté SD, le côté qui lui est opposé. Donc SD est l'hypoténuse de ce triangle. D'après le théorème direct de Pythagore, on aura la mesure de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés, c'est-à-dire AS au carré plus AD au carré. Maintenant, on commence à remplacer. 6 au carré, ça va donner 36, 8 au carré, ça va donner 64. La somme de ces deux nombres, ça va nous donner 100. On introduit la racine carrée, mais il faut faire attention. Quand on va enlever la racine carrée avec l'exposant 2, il faut bien noter que la base qui est SD, elle est positive. Comment on connaît que la valeur SD, elle est positive? Car c'est une distance, donc on a toujours les distances en positive. Donc SD va nous donner 10 cm, c'est la racine carrée de 100. Et en n'oublions pas l'unité qui est le centimètre. Après, pour la question numéro 2, on a demandé de calculer le volume de la grande pyramide qui est SABCD. La propriété de volume, c'est 1 sur 3 fois la hauteur de la pyramide fois l'aire de la base. Donc on aura 1 sur 3 fois la hauteur qui est SA fois l'aire de la base. La base, c'est un rectangle ABCD, c'est-à-dire je prends la longueur fois la largeur. AB fois AD, ça va donner 6 fois 3 fois 8, le tout divisé par 3. On peut calculer puis on divise, ou bien dès le départ, il suffit de remarquer que j'ai 3 dans le numérateur et dénominateur, je peux réduire. Puis je vais avoir 6 fois 8 qui va donner 48 cm à la puissance 3, car c'est un volume. Après, pour la question 3, petit a, on a dit qu'on va réduire la pyramide SABCD par un coefficient de réduction qui est égal à 1 sur 2 et on obtient la petite pyramide SIJKL. Donc, ils ont demandé de calculer le volume de la petite pyramide. On peut réutiliser cette formule, c'est-à-dire 1 sur 3 fois la hauteur qui est SI, fois l'aire de la base qui est ce rectangle IJKL, mais on n'a pas les valeurs de SI, IJ et par exemple IL. On doit les démontrer. Si on veut les chercher, on utilise le coefficient de réduction et on doit démontrer comment on va les obtenir. Ou bien, il suffit d'utiliser le coefficient de réduction et le volume de la grande pyramide. On connaît que le volume de la petite pyramide est égal au volume de la première, qui est V1, multiplié fois K à la puissance 3, car on a un volume. Si on travaille en utilisant des mesures ou bien des distances, on multiplie juste par le coefficient K. Si on travaille sur des aires, des surfaces, on multiplie par K au carré. Si on a des volumes, on multiplie par K à la puissance 3. Donc on aura V1 qui est 48 fois 1 sur 2 le tout à la puissance 3. Ça va donner 48 fois 1 sur 8 qui est 48 divisé par 8. Ça va donner 6 cm à la puissance 3. Toujours on a un volume. Après la question petit b, ils ont demandé de calculer la surface de rectangle IJKL, c'est-à-dire la base de la petite pyramide. On connaît déjà les mesures AB et AD, on peut utiliser le coefficient pour chercher les mesures IJ et IL, ou bien on peut directement calculer la surface du rectangle ABCD et on la multiplie par K au carré, car on a une surface, pour trouver la surface du petit rectangle qui est IJKL. Donc on aura l'aire ou bien la surface du petit rectangle est égale à la surface du grand rectangle ABCD fois K au carré, car c'est une surface. Ça va nous donner la surface du grand rectangle, on a dit la longueur fois la largeur, c'est 3 fois 8. Ça va donner 1 sur 2 le tout au carré. Ça va donner 24 fois 1 sur 4, c'est-à-dire 24 divisé par 4, qui va nous donner 6. Et l'unité, c'est le centimètre au carré.